toutes les libertés d'expression, d'organisation, de participation aux Algériens et aux Algériens. Le rêve des Algériens, c'était à la fois la liberté et l'égalité. Avec Ben Bella, Boudiaf et d'autres qui avaient été emprisonnés par la France, Hossein Ait Ahmed est l'un des leaders historiques de la lutte pour l'indépendance. Avec Boudiaf, il figurera longtemps parmi les principaux opposants du pouvoir algérien. Il puise son combat en Kabylie, une région frondeuse qui a sa propre langue et sa culture. Ben Bella est renversé par le numéro 1 de l'armée, Houari Boumediene. Avec ce coup d'État, le ton est donné. Tous les dirigeants historiques qui avaient une autre vision de l'Algérie ont tous été écartés. Je voudrais vous demander ce que les étudiants pensent de ce qui s'est passé à Alger. C'est pour qui? C'est pour la télévision française. La télévision française. Eh bien, je peux vous dire que les étudiants, ils passent beaucoup de mal à ce qui s'est passé là. Et là, vous considérez que cette prise de pouvoir du colonel... réactionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, réactionnaire? Typiquement fasciste par la manière dont ça s'est fait. Fasciste dans la manière, mais peut-être pas fasciste dans les quand ça part fasciste dans la manière, les prolongements obligatoirement suivent. Notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. Au début, c'est l'enthousiasme. La révolution agraire, les terres collectivisées et l'industrie industrialisante, comme l'on dit joliment, semblent riches de promesses. Mais très vite, on déchante. Les grands complexes industriels sur le mode socialiste se révèlent totalement inadaptés aux besoins. Et l'agriculture est littéralement cassée. Houari Boumediene lance un autre grand chantier, l'arabisation de l'éducation. L'Algérie indépendante veut s'affranchir du passé colonial et donc de la langue française. Talab Ibrahimi, ministre de l'Éducation, sera l'un des promoteurs de cette politique. Je suis très fier de ce que j'ai fait pour la culture de mon pays. J'ai fait peu avec les moyens du bord et je n'ai jamais avancé d'un pas sans préparer les moyens. Jamais l'arabisation n'a été sauvage. Si le niveau était faible, le niveau de tous nos enseignants était faible. C'est le résultat de 130 ans de mission civilisatrice française. Mais l'Algérie nouvelle n'a pas assez de professeurs. Alors on fait venir des enseignants des pays frères, des coopérants, souvent médiocres. La démarche du pouvoir en ce qui concerne l'école n'est pas une démarche de culture. Un pays vaut ce que vaut son école. Or, l'école algérienne a été faite d'une manière démagogique. C'était une démarche revancharde sur la langue française. Revancharde de la part de qui? De la part des gouvernants, de ceux qui ont pris le pouvoir, de ceux-là même qui ont envoyé leurs enfants vers des universités occidentales. L'Algérie est riche d'influences. Et son identité ne se résume pas seulement à l'islam et à l'arabité. Une région, la Kabylie, va le rappeler fortement au printemps 80 en se révoltant pour défendre sa culture. Je dis toujours qu'un véritable Algérien est celui chez qui coexistent harmonieusement la berbérité, l'arabité et l'islamité. Et si vous touchez une de ces composantes, où vous voulez l'occulter, se développe le berbérisme, se développe l'arabisme, se développe l'islamisme. Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir, je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète, entre Mohammed et de nouveaux prophètes, moi le choix ne s'impose même pas. À partir du moment où on a reconnu l'islam comme religion d'État, l'islam en tant que religion n'a pas échappé à l'instrumentalisation systématique par le pouvoir. Les mosquées étaient devenues, comme au temps de la colonisation, des tremplins
pour la propagande du régime. Cette Algérie, déjà fragile sur ses bases et désemparée à la mort de Boumedienne. Plutôt que le préféré du président, le jeune ministre des Affaires étrangères Bouteflika, l'armée désigne un candidat qui ne fait d'ombre à personne. Le colonel Chadli Benjedid, ce militaire aux cheveux blancs, qui a le mérite d'être le plus ancien gradé. Pendant 30 ans, on a toujours choisi le candidat pour la présidence à partir de l'armée. C'est comme si l'armée était aux commandes. Or, c'est pas vrai. Quand le président était désigné à partir de l'armée, parce que c'était le régime révolutionnaire, qu'on est président élu, vous savez comment ça se passe dans un parti unique. Hein? Dans un parti unique, on désigne quelqu'un, celui qui est le plus malléable, et puis il est président, il devient président. Donc, c'est le régime révolutionnaire, d'autant qu'il est désigné par qui? Par le FLN, tenu par qui? Par des anciens de la LN. Avec Chadli, l'institution présidentielle perd de son brio. Le nouveau président travaille peu et s'entoure mal. Le parti unique est devenu un appareil bureaucratique poussiéreux qui paralyse le pays. Les grandes messes rituelles, comme les congrès du FLN, montrent une unité de façade. Mais dans les coulisses du pouvoir, les clans se font et se défont au gré des intérêts, des commissions à l'exportation et des amitiés régionales. L'économie tourne au ralenti. La population, qui a explosé en 20 ans, afflue vers les villes. Mais surtout, la corruption gangrène les sommets du pouvoir. Les nouveaux riches sont arrogants. Leur fortune, trop visible. Le pétrole et le gaz, c'est le coffre-fort de l'Algérie. 90% à eux seuls des exportations. Le premier avertissement arrive en 86, quand chute le prix du pétrole. Tous les ingrédients sont réunis pour que l'Algérie explose à la fin des années 80. À chaque crise économique, comme en octobre 88, la jeunesse investit la rue. Elle représente 70% de la population algérienne. Pas de travail, pas de logement décent. C'est le dégoûtage, comme ils disent. انا نعيش بتريسيتي بالغاز بالكرا بلي فري سكولار عندي خوتي 5 يقراو ماني ساكنه معنا بابا مريض الشيخ ما يخدمش تما ناكل تما كما خدمش انايا ما ناكلوش ما نعيشوش كاع واحد رانا عايشين هكا كافي فري تسمى اللي تجي اليوم ياكلوها اليوم وغدوه راه ربي خير انا راه عندي مشكل خدمه وما كاينش اللي ما عندوش دوك الوقت هذا كاع راه ما عندهم مشاكل تاع خدمه درت ديبلوم ديالي تاع لا بيجوتري هدايا دوك راني قاعد بلا به ايوا ليبرتي ما كاش لا ليبرتي نقول لك الحق ما تقدرش تمشي كيما تحب في البلاد ما تقدرش لا ليبرتي ديكسبريسيون ما تقدرش تهضر مانيش عارف ما تقدرش تلحق باش تهضر باغ تهضر مع المير ما تلحقلوش في الباب ديجا البلونطون هذاك يحاوزك طون طون تما كاين نحبوا نمشيو نمشيو لهنا على جهه البحر تما باش نشوفوا شويه البحر نشوفوا شويه بوابور نشوفوا شويه السلعه اللي تلحق شوفوا شويه بوابر تاع حراقه كان بوابر تما تاع السلعه وكذا اللي يروحوا تيستيو الماناج كيفاش كيما البابور هذا الكاله محلوله فهمت انا اللي نشوف فيها هربه هكذا انا من دوك نهبط نروح دوك شو الكاله محلوله نروح تحب تبدل الدنيا تحب تبدل البلاد تحب ايش عارف انا نروح نيبورت بلاد وين نصيب روحي وين تفنفن ديما هنايا ما كان يخدم انا نخدم كيفي باش تروح يلزم لك في الفيزا 3 فيش دو باي تيتر كونجي وراه تيتر كونجي على العام وانت كونجي يا البحري الله يهديك تحرقني عليك ملومه في الكلا نخرج من الافريك روما ولا انتوما ويا الكونسيل الله يهديك غير ورقه عليك ملومه فيزا نخرج من الافريك روما ولا انتوما
Que répondre à cette jeunesse? Après le séisme d'octobre 88, le président Chedli va changer radicalement de politique. Ouverture économique, fin du parti unique. L'armée observe en retrait l'homme des réformes, le Premier ministre Mouloud Hamrouche. Venir avec une ouverture politique, à ce moment-là, c'était la grande erreur. On vient avec une ouverture politique à un moment où le pays est si vous voulez, en position d'affronter la démocratie, de faire face, d'accepter cette démocratie. Je pense qu'il y a eu, je dirais, une ouverture par effraction. C'est-à-dire que l'armée n'a pas suivi cette espèce de communion qu'il y avait entre les réformateurs et le chef de l'État. Il y a eu donc cette ouverture et c'est à ce moment-là que j'ai réagi, j'ai dit il faut que je rentre en Algérie. L'Algérie semble alors se réconcilier avec son passé. Les jeunes de 20 ans découvrent les visages de ces héros de l'indépendance qui ont été effacés des livres d'histoire. Longtemps exilés en Suisse, l'ancien président Ben Bella, tout comme Aït Ahmed, attendent beaucoup de ce printemps démocratique. Des dizaines de journaux sont créés. Tout le monde sort dans la rue, des islamistes à l'extrême gauche. Et puis, aussi, les femmes qui se battent au premier rang. Nous demandons l'abrogation du Code de la famille qui est totalement inconstitutionnel et nous demandons de vivre comme citoyennes libres, égales en droit et en devoir avec les hommes et dans le cadre de lois qui soient constitutionnelles. Tout le monde voulait faire son journal, tout le monde voulait faire son périodique, tout le monde voulait faire son hebdomadaire. Et je crois que ça reste une période d'âge d'or, si on peut s'exprimer ainsi, de la presse privée, de la presse indépendante en Algérie. Il y avait pour tous les goûts, il y avait pour toutes les couleurs, il y avait pour tous les temps, il y avait pour toutes les tendances. Ce qui était le plus urgent, c'était de faire vite, de sortir des journaux avant que le pouvoir ne change d'avis. Donc c'était une course contre la montre. La chaîne 3, fidèle à ses traditions d'ouverture, même la radio-télévision d'État, l'unique, comme disent les Algériens pour se moquer d'elle, s'ouvre au débat. Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, des sensibilités différentes peuvent s'exprimer en toute liberté sur les antennes d'une radio d'État. Je peux dire que tout le monde apprenait les uns des autres. Et personne n'avait la recette clé en main ou l'expérience derrière lui pour dire voilà qu'est-ce que c'est une télévision pluraliste ou une radio ou un journal. Donc nous avons tous appris en marchant le temps que ça a duré. J'ai dit voilà, moi je fais des réformes. Moi je fais pas une télévision au service du FLN, lequel était encore seul parti dominant. Alors symboliquement, vous faites fermer le bureau du FLN? Je le ferme physiquement. Je change les serrures de nuit et je leur mets leurs affaires dans des cartons bien à l'abri. Et je ferme le bureau de ce qu'on appelait les BSP, les bureaux de surveillance et de, je sais pas quoi, de prévoyance, je sais pas comment ils appelaient ça, qui étaient, disons, les yeux de la police à l'intérieur de toutes les entreprises publiques. Le FLN, qui est maintenant aux mains des rénovateurs, soutient les réformes. Mais le gouvernement peine à bousculer l'ancien système. L'ouverture politique et économique qui menace les profiteurs du système a trop tardé. Elle se fait dans la plus grande confusion. On a créé près de 60 partis. Près de 60 partis. Comme disent les Algériens, c'est une hizb. C'est une hizb, ça veut dire 60 versets du Coran. Il y a 60, c'est une hizb. Hier, un seul parti nous a fait un mal terrible. Aujourd'hui, c'est 60 partis. Mais un parti, un seul, va bouleverser l'avenir de l'Algérie. Profitant de l'ouverture, les islamistes sortent de la clandestinité. Divisés autour de plusieurs chefs religieux, ils réussissent quand même à créer un large front islamique. Abbassi Madani,
presque timide, face aux journalistes, annonce la naissance du fils. أعتقد نحن فكرنا حتى في الصحافة